Bonjour à tous, je suis Clément Duret, médecin du travail et responsable du service des pathologies professionnelles et de l'environnement de Garches. Et on se voit aujourd'hui pour parler de la santé psychique des pompiers. Les pompiers ont-ils une exposition particulière? Ça va être l'idée de notre réflexion aujourd'hui. Il est important de prendre un petit pas de recul et d'avoir en tête que toute activité, qu'elle soit professionnelle ou en tout cas habituelle, nous expose à des activités, des actions spécifiques dans un environnement donné qu'on ne choisit pas forcément et auquel il faut s'adapter. Cet environnement peut avoir des conséquences sur notre santé, notamment psychique, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. En médecine du travail, classiquement, on analyse plusieurs paramètres de risque pour pouvoir avoir vraiment l'exposition globale et donc tous les risques pour la santé. Pour les pompiers, classiquement, on va différencier et catégoriser ces différents niveaux de risque. Notamment, la première chose, c'est l'évaluation du risque physique, évidemment, avec le port de charges lourdes, des postures contraignantes, l'exposition à un environnement thermique contraignant, qui va permettre d'avoir un peu l'évaluation des risques, notamment des troubles musculo-squelettiques que vous connaissez. On a évidemment aussi, il ne faut surtout pas l'oublier, une exposition à un risque chimique, que ce soit dans tous les produits de dégradation, à des éventuelles combustions, l'exposition à des produits pour justement contrôler l'incendie ou l'action, l'intervention sur des zones industrielles qui vont exposer le professionnel ou l'intervenant à un risque particulier duquel il faudra se prémunir. On a les risques nucléaires, risques biologiques évidemment aussi, sur les interventions sur les animaux ou dans les environnements spécifiques. Et on va avoir une exposition psychique particulière de par le métier et de par ses caractéristiques. Quelles sont donc les situations potentiellement plus à risque pour la santé psychique du pompier? Il est important de pouvoir classifier ces expositions pour pouvoir les appréhender au mieux, s'y former, s'y sensibiliser et éventuellement aller à la détection après des personnes touchées par ces situations à risque. L'une des premières, évidemment, ça va être le plan émotionnel. L'atteinte émotionnelle qui va caractériser un certain nombre d'interventions, notamment celles qui vont avoir lieu dans des contextes compliqués, des multiples victimes, l'exposition à la mort ou la mort potentielle, évidemment, des personnes qu'on secourt, l'exposition à sa propre mort potentielle, sur un suraccident pendant l'intervention, la mort de ses collègues, il ne faut pas non plus oublier cette considération-là, puisqu'on va être soumis à des actions urgentes, à des risques pour soi, pour les autres, qui peuvent avoir un retentissement sur nous. Au-delà du plan émotionnel, on a aussi l'intensité du métier et des interventions, quel que soit évidemment notre statut, quand on est soumis à une intervention qui va se prolonger, qui va durer donc longtemps, où on va combiner l'intervention physique, de l'exposition psychologique. On va alterner des rythmes parfois de repos qui permettent de récupérer un petit peu, avec des rythmes très intenses, des interventions qui se cumulent dans le temps et parfois on n'a pas le temps de récupérer entre deux. On va avoir donc cette intensité particulière, cette alternance jour-nuit, veille-sommeil, avec des délais très courts qui vont avoir une répercussion potentielle évidemment sur la santé psychique. Et en dernier lieu, il faut aussi y penser, puisque ça ne se voit pas à l'évidence, mais c'est vraiment important d'avoir ça en tête, c'est qu'on est soumis dans une intervention de sapeur-pompier à une attention très soutenue, très prolongée, en fonction évidemment de la durée de l'intervention, puisqu'il faut prêter attention à de multiples paramètres évolutifs dans le temps et potentiellement dangereux, comme on l'a dit. Donc, rester très vigilant pour soi, son intervention, quelles actions je mène, quelle prise de décision je fais dans un environnement qui est très dégradé, où j'ai pas toutes les informations nécessaires, où j'ai pas le temps de faire un peu de collégialité, d'échanger avec mes collègues pour savoir quelle est la meilleure action possible. Je dois prendre une action avec une forte responsabilité, avec des fortes conséquences, dans un délai très court. L'attention, la contrainte cognitive que ça implique, ainsi que de rester vigilant à tous les risques de suraccident que vous connaissez, que ce soit lors de l'intervention elle-même, sur le déplacement, le retour, mais surtout pendant le lieu d'intervention, évidemment, va consommer énormément d'énergie, notamment énergie psychique, qui peuvent avoir après des conséquences globales sur la santé. Ceci dit, ça évolue aussi dans un contexte global. On peut avoir une insécurité globale de l'intervention. Malheureusement, on en entend souvent parler dans l'actualité aujourd'hui, des agressions qui peuvent survenir par un public hostile ou en tout cas qui va mettre en danger les professionnels ou les personnes victimes de par ces actions et qui sont aussi à prendre en considération par le sapeur-pompier lors de son intervention. On va avoir le conflit éthique, éventuellement le sens du travail, mais le conflit éthique dans le sens où on n'a parfois pas toujours le moyen technique ou humain suffisant pour mener l'intervention qu'on souhaiterait et on va constater l'évolution négative de la situation, ce qui peut venir nous atteindre évidemment dans notre éthique et dans notre santé en général. Donc on a cet ensemble assez spécifique
d'exposition, et c'est là qu'est toute l'importance de la sensibilisation aujourd'hui. Le métier de sapeur-pompier expose à des risques spécifiques, notamment sur la santé psychique, et c'est pour ça qu'il est fondamental de les analyser, de s'en préoccuper, de se former et de détecter les éventuels impacts pour nous. Donc pour répondre à cette deuxième partie, les études épidémiologiques sont assez hétérogènes sur la fréquence des maladies psychiques chez les pompiers. On a certaines études qui montrent une surreprésentation du risque de dépression, d'anxiété, d'état de stress post-traumatique et d'épuisement chez les pompiers et chez les personnes de premier secours. D'autres études qui montrent plutôt un niveau égal ou inférieur à la population générale. Pourquoi ces deux différences ? Puisqu'on va avoir des expositions variées en fonction évidemment d'une circonstance ou d'une autre. On aurait fait les études juste après 2015, 2016, 2017, on va avoir une augmentation en France suite à une exposition massive des personnels d'urgence. Mais aussi puisqu'on a une population particulière chez les pompiers, on ne vient pas par hasard en métier de pompier, on a en général des valeurs profondes de courage, d'abnégation, de soin vers l'autre, qui font qu'on peut minorer ou laisser de côté ses propres symptômes, ce qui va entraîner dans les études une sous-représentation alors qu'on est sous la réalité. On a aussi évidemment une atteinte qui va être très individuelle dépendant. L'idée est que chacun n'est pas atteint par les mêmes paramètres exactement, ou pas par la même concordance de paramètres, c'est-à-dire l'accumulation de paramètres de risque. On a identifié dans la littérature, par exemple, le risque d'état de stress post-traumatique augmente finalement après 10 ans d'expérience chez les pompiers. Donc en fait, plutôt que d'expérience, on va parler de 10 ans de cumul de petites ou grandes expositions à des caractères traumatiques. Il est indéniable d'avoir en tête et de constater que le métier de sapeur-pompier expose à plus de risques pour la santé globale que la moyenne des métiers en France, physique et psychique. Pour autant, on a cette difficulté d'accès aux soins, cette difficulté de détection et d'appel à l'aide pour les professionnels qui sont souvent marqués par ces valeurs de courage et d'abnégation qui font et qui limitent souvent l'accès aux soins, notamment psychiques. Il y a aussi une grande peur de perdre l'aptitude, de perdre l'habilitation pour le métier, et je dirais c'est vraiment un effet pernicieux puisque à laisser ces symptômes de côté, en fait, ils vont s'aggraver. Ils vont s'aggraver et on va aller peut-être justement jusqu'à cette circonstance où on ne pourra plus exercer le métier. Donc il est fondamental de sensibiliser le plus possible les équipes sur le risque psychique individuel, sur les symptômes que sont ceux de l'épuisement, l'état de stress post-traumatique, la dépression. Bien avoir en tête qu'un épuisement professionnel ou un état de stress post-traumatique, c'est pas une fragilité. À l'inverse, c'est même un excès d'exposition. C'est quelqu'un qui va avoir été très engagé dans son métier, notamment psychiquement, et qui, à force soit de tutoyer la limite, soit d'avoir subi une exposition massive, va craquer. Là, on a dressé un tableau qui peut faire un peu peur sur le métier de pompier, mais évidemment, ce n'est pas que des expositions négatives. Il y a aussi beaucoup de facteurs ressources, de facteurs solidifiants pour le pompier, le sens du travail, la collaboration et le soutien entre les équipes. Parfois aussi l'accès à des professionnels intra-caserne sur le soutien psychique, tout ça, les temps de repos évidemment, tout ça vont être des facteurs qui vont permettre de ménager un peu notre balance et notre réservoir. On a un seul réservoir psychique à la fin, d'ailleurs, qui est commun vie personnelle, vie professionnelle. L'idée, c'est de maintenir suffisamment de carburant dans ce réservoir pour éviter la panne sèche. Alors maintenant qu'on a vu toutes les expositions, c'est-à-dire les interactions potentielles entre l'environnement et la santé individuelle, il est intéressant de vérifier et d'identifier pour soi et pour les autres quels peuvent être les symptômes, donc les manifestations de potentiel début de maladie. Juste de drapeau rouge, un peu orange, la situation se tend, voire on est basculé peut-être dans quelque chose où il faut intervenir. Je vous l'ai dit et je le répète, l'intervention la plus précoce possible, c'est la plus efficace. C'est la plus efficace sur le plan de la santé individuelle pour réduire le temps de souffrance, et la plus efficace sur le plan socio-professionnel. Quand on intervient trop tard en se disant je vais y arriver, parfois ça passe au prix quand même de quelques séquelles et probablement de plusieurs mois de souffrance, voire de conséquences aussi sur la vie personnelle autour, mais parfois ça passe pas, ça continue, mais ça s'aggrave. Et on est vraiment dans des processus d'aggravation progressive et de cassure. Ça c'est vraiment fondamental. Les premiers symptômes, par exemple pour l'épuisement professionnel. L'idée, c'est vraiment que c'est un processus, donc ça ne survient pas un lundi matin quand on vient prendre notre travail ou quand on arrive pour prendre le service en tant que volontaire. L'épuisement professionnel, c'est vraiment un continuum. Ça va venir sur les semaines, sur les mois, avec une accumulation de premiers symptômes, notamment des symptômes émotionnels. L'irritabilité, par exemple, quand elle n'existait pas et qu'elle arrive, c'est un petit signe.
notre réservoir est un peu plus bas, on a moins de capacité à prendre sur nous et on a envie de peut-être répondre un peu brutalement autour de nous, d'envoyer paître ce qui ne nous convient pas. Si ça n'existait pas avant, petit signal. Et ensuite, on va avoir une accumulation d'autres symptômes, les troubles du sommeil, les troubles de la concentration, le sentiment d'être dépassé, le sentiment de ne pas récupérer, un épuisement physique qui se prolonge malgré par exemple une semaine de vacances, vous revenez, vous êtes aussi fatigué qu'avant de prendre vos vacances. Là c'est vraiment un drapeau orange qui commence à s'allumer. Ça veut dire que le sommeil seul, donc la privation de sommeil, n'était pas responsable totalement de l'épuisement, il y avait d'autres mécanismes en cours. Les troubles donc, de la concentration, de la motivation, de la tristesse, tout ça vont être des signaux vraiment faibles à surveiller, pour soi avant tout et pour les autres. Pourquoi je vous dis pour soi avant tout? Puisqu'il y a dans les premiers temps une non-reconnaissance initiale des symptômes. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'état dans lequel on est réellement. On a l'impression de pouvoir s'auto-analyser, mais pour plein de raisons, on a un petit peu des œillères, on ne s'en rend pas compte, et c'est souvent l'entourage, professionnel ou personnel, qui commence à tirer la sonnette d'alarme, notamment sur l'irritabilité qui est l'un des premiers symptômes. L'état de stress post-traumatique, on en parle beaucoup, je trouve que c'est toujours intéressant de se poser la question, est-ce que je suis concerné ou pas par des traumas? Alors, on est rarement concerné par un état de stress post-traumatique sévère, celui-là il est assez expressif et on arrive à s'en rendre compte pour soi et notre environnement arrive à s'en rendre compte. Par contre, il y a des antichambres à cet état sévère en général, il y a des pré-traumas, des petits traumas qui s'accumulent. Donc c'est pas l'exposition évidemment aux attentats et autres qui là, eux, sont des facteurs massifs de création d'un état de stress à un instant T, brutal, on-off. Par contre, l'accumulation de petits traumas ou moyens traumas va arriver à la fin à créer un état de stress post-traumatique qui va être global, qui va être complexe à traiter et qui peut entraîner aussi une cassure dans le parcours de carrière et devoir quitter le métier. Parce qu'on a été exposé à 1, 2, 10, 20, 30 accidents de la route qui à chaque fois nous ont fait penser à quelque chose où ça s'est passé proche de chez nous, c'était la même couleur que notre voiture ou celle de notre grand-mère, c'était des enfants et ainsi de suite. On accumule, on fait une trace après l'autre. À la fin, ça peut entraîner un état de stress qui va être dur à traiter. Donc l'idée, encore une fois, c'est de l'identifier précocement. Pour l'identifier précocement, on peut commencer à s'observer de l'intérieur, ce qui n'est pas tout à fait naturel, mais ce qui implique et qui est intéressant de faire assez régulièrement. Vous pouvez faire un petit bilan une fois par mois, une fois par semaine, le dimanche, si vous êtes tranquille, en dehors de la garde évidemment et de l'activité professionnelle, seul, vous dites comment je me sens. Est-ce que je me sens un peu plus tendu? Est-ce que je me sens un peu anxieux en ce moment? Est-ce que j'ai du mal à prendre mon moyen de transport pour aller à la caserne le matin? Est-ce que j'anticipe négativement le signal du bip? Est-ce que croiser un camion pompier en intervention alors que moi je suis en civil, ça me déclenche des symptômes, c'est-à-dire une petite montée d'angoisse, le cœur qui bat un peu plus vite, l'impression que la gorge se noue, une pesanteur dans la poitrine, le ventre qui se noue. Tout ça, c'est des signes physiques d'anxiété. C'est que l'anxiété est en train d'augmenter. Il faut en trouver la raison. Et c'est probablement souvent le cas avec des petits traumas qui commencent à s'alimenter, grossir, comme pour devenir une phobie. Et vous avez tous déjà rencontré peut-être des personnes avec une phobie des chiens, des araignées. Vous voyez cette réaction qui peut être une réaction épidermique, comme on dit, irrationnelle, parce que énorme, intense. Si on ne fait rien, c'est le chemin que prend l'état de stress post-traumatique, c'est-à-dire avec des symptômes après qui sont des troubles du sommeil majeurs, des cauchemars, des reviviscences. Pour faire simple, l'esprit est encore dans l'événement et vous le fait revivre à chaque élément le faisant rapporter. Le problème, c'est que dans le métier de pompier, si on est exposé pendant son intervention, chaque intervention est potentiellement une gâchette, comme on dit, qui va redéclencher les symptômes. Donc ça peut être extrêmement lourd. L'idée, encore une fois, faire attention pour soi, faire attention aux autres et intervenir précocement pour mettre à plat ces symptômes et permettre de continuer la carrière. Donc on a parlé donc beaucoup des symptômes et des potentielles maladies psychiques qu'il peut y avoir derrière. Il est important aussi de parler addiction et consommation à risque qu'il y a de manière assez fréquente chez les sapeurs-pompiers, avec notamment des surconsommations de certains produits visant à la détente ou de produits type alcoolisés. L'idée est bien de savoir que l'alcool va être un ami pernicieux dans cette circonstance-là, parce qu'il a une fonction physiologique, c'est d'être comme un médicament à but anxiolytique. Quand on boit un verre d'alcool, la molécule de l'alcool se comporte comme un apaisant pour l'anxiété. C'est pour ça qu'on se sent plus détendu. Plus on est tendu, plus on est victime de symptômes anxieux qu'on n'a pas forcément reconnus, plus on risque d'utiliser l'alcool comme un médicament. Sans le savoir évidemment, mais comme un médicament qui va avoir pour but de nous détendre, de nous permettre à nous endormir plus rapidement le soir, de couper entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle, d'évacuer certaines pensées négatives, se sentir libéré.
Tout ça, c'est des symptômes et des sensations de drapeau orange-rouge. Là, ça veut dire qu'on est dans une situation de contrainte au quotidien, que notre esprit nous amène de l'anxiété importante et qu'on a trouvé un échappatoire. Sauf que cet échappatoire est vraiment dangereux, puisque l'alcool, à terme, c'est un dépressogène, favoriser les dépressions, favoriser tous les troubles psychiques, en plus de toutes les conséquences qu'on connaît évidemment sur le surrisque d'accident de la route notamment, quand on va en caserne, l'accident pendant l'exercice de ses fonctions évidemment si jamais on consomme pendant la journée, et sinon aussi évidemment toutes les pathologies qu'on connaît sur le foie, les voies aériennes et ainsi de suite. L'idée de toute cette vidéo, hein, évidemment, c'était de vous sensibiliser à ces signaux faibles, à l'exposition particulière du métier de pompier qui va exposer à des facteurs de risque importants, mais aussi à des facteurs ressources évidemment, qui nous permettent et qui doivent être prises en compte, je dirais, à l'exercice quotidien de ces fonctions et de ces missions, pour pouvoir les poursuivre dans le temps et en bonne santé.